Cette semaine à TVL Info, en manchette, le développement domiciliaire suit son cours, du crabe dans nos assiettes pour Pâques, une Forestvilleoise excelle à la dictée PGL. Le projet de développement domiciliaire suit son cours à Forestville. Le contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement de 11 nouveaux terrains a été octroyé à EJD Construction, plus bas soumissionnaire conforme parmi les 6 propositions reçues pour un montant de 894 250 $. Les élus ont entériné l'octroi du mandat à l'entreprise de Baie-Saint-Paul lors de la séance municipale du 12 mars. Une autre grande étape dans ce projet a commenté la mairesse Micheline Anctil avant l'adoption de la résolution. Rappelons que les travaux consistent notamment au déboisement et essouchement du terrain, à la réalisation de travaux d'infrastructures souterraines d'eau potable, d'égouts sanitaires et d'égouts pluviales, ainsi qu'au pavage. Le nouveau développement domiciliaire partira de la première avenue entre la station de pompage et l'ancien garage Gagnon. La Ville met le cap sur le mois de mai pour le début des ouvrages par l'entrepreneur. Au cours du prochain mois, les élus veulent publier un plan des terrains ainsi que les conditions pour leurs acquisitions par les citoyens. Un contrat a d'ailleurs été accordé à une firme d'urbanisme pour la préparation du document requis. Les futurs acheteurs disposeront d'un certain choix quant à leur terrain. Ils ne sont pas tous de la même dimension et le positionnement est différent selon la mairesse, ajoutant que la Ville reçoit déjà des demandes d'informations à ce sujet à l'heure actuelle. L'élu Forestvilleoise souhaite ardemment qu'en parallèle de la construction de la rue, il y ait construction des 12 unités de logement pour les aînés. Elle ne pouvait toutefois pas assurer la réalisation de la Villa Forestville phase 3 lors de la séance. Heureux seront ceux qui ont prévu des parties de crabe pour la fin de semaine de Pâques au début avril. Le crustacé tant attendu devrait arriver à temps dans les poissonneries si tout se déroule comme prévu. Pêche et Océan Canada a officialisé la date de lancer à l'eau des casiers. Elle est fixée au 24 mars à 5 heures dans la zone 17. La durée de la saison de pêche s'étend à 13 semaines. En ce qui concerne les quotas pour le crabe des neiges, ils sont revus à la hausse d'environ 20 %. Les pêcheurs pourront récolter 1674 tonnes en 2024. Le crabe des neiges est dans un cycle d'abondance sur la Côte-Nord depuis 2 ans. C'est d'ailleurs ce qui amène cette hausse des quotas comme l'an dernier. Selon Sarah Loboda, biologiste en sciences aquatiques à Pêche et Océan Canada, on était dans le creux de l'abondance, mais cette année, on est dans la phase ascendante. Elle s'attend à une bonne année de pêche. Est-ce que les changements climatiques permettront de débuter la saison de la pêche au crabe des neiges plus tôt? Pas à court terme, mais c'est une possibilité pour les années à venir selon la biologiste. Madame Loboda précise toutefois qu'à court terme, ce n'est pas réalisable en raison des usines de transformation qui doivent être en mesure d'acheter le crabe lorsqu'il est encore frais, ce qui n'est pas le cas cette année. Toutefois, à moyen terme, la scientifique estime qu'il faudra réfléchir à la modification des dates, surtout si on continue à vivre des hivers très doux. Les spécialistes de Pêche et Océan Canada ne sont pas encore alarmés par la situation du crabe dans le fleuve Saint-Laurent. Toutefois, des observations permettent déjà d'identifier une problématique potentielle, le rétrécissement de l'habitat thermique qui est favorable au crabe des neiges. Pour le moment, on voit que la température se réchauffe, l'habitat thermique idéal pour le crabe diminue, mais les stocks semblent encore positifs dans les zones 16 et 17, résume la biologiste qui continuera de suivre la situation de très près et qui espère obtenir des réponses sur les impacts vécus par le crabe. Le taux de vaccination contre la rougeole des 18 mois à 4 ans atteint seulement 85 % sur la Côte-Nord, ce qui est insuffisant pour une protection adéquate, prévient la santé publique qui demande la collaboration des parents. Bien que pour que la population soit bien protégée, il faudrait un taux d'au moins 95 % chez les tout-petits. Depuis la pandémie, le taux de vaccination a diminué dans la région. Les enjeux de fermeture durant le confinement ont contribué à réduire l'accès en plus d'un certain relâchement observé chez les parents selon le directeur de la santé publique de la Côte-Nord, Dr Richard Fachéoun, qui souhaite donner leur juste. Les vaccins contre la rougeole ont permis d'éliminer la maladie au Canada en 1998. Depuis ce temps, on n'avait pas beaucoup de cas, insiste le Dr Fachéoun. Bien que la Côte-Nord n'ait pas encore de cas comptabilisés sur son territoire, les autorités de santé publique se préparent. Les effets des déplacements vers les grands centres et des voyages à l'étranger, plus propices durant la semaine de relâche qui vient de passer, pourraient se
faire ressentir prochainement. Dans les écoles primaires de la Côte-Nord, en date du 13 mars, on rapportait un taux de vaccination de 95,8 % et au secondaire 97 %. Une lettre a été envoyée aux parents des enfants identifiés comme n'ayant pas la vaccination à jour afin de les sensibiliser. Il s'agit d'une maladie très contagieuse et grave selon le docteur. Parmi les conséquences, on parle de pneumonie, de risque d'hospitalisation, mais il peut y avoir pire dans certains cas. Si un cas de rougeole survient dans un établissement scolaire, toutes les personnes non protégées, enfants et adultes, seront exclus du milieu et devront s'isoler à la maison. Le retour à l'école pourra avoir lieu après la présentation d'une preuve de vaccination valide ou après une période de 14 jours à compter de l'identification du cas, avec possibilité de prolongation de ce retrait par période additionnelle de 14 jours en cas de détection d'autres cas, a fait savoir la santé publique. Chaque année, la dictée PGL permet aux élèves du primaire de se dépasser et de démontrer leur connaissance de la langue française. À l'école Saint-Luc de Forestville, la jeune étudiante de 5e année Roxane Pinard de Forestville s'est rendue à la finale régionale de la Côte-Nord et son parcours ne s'arrête pas là. Voici notre reportage. Désormais reconnu dans la francophonie et salué par la communauté enseignante en Amérique du Nord et en Afrique, ce projet a mobilisé plus de 7 millions de jeunes des deux côtés de l'Atlantique depuis sa création en 1991. La dictée PGL donne également aux élèves la possibilité de participer à une compétition stimulante et amusante qui aboutit chaque année à une grande finale internationale télévisée pour les élèves de 5e et 6e année. L'école Saint-Luc de Forestville s'est inscrite au projet et les finalistes étaient Richard Tremblay, élève de 6e année, et Roxane Pinard, élève de 5e année. Les deux ont pris part à la finale régionale. C'est Roxane Pinard qui sera la représentante de l'école Saint-Luc. Donc, toutes les personnes qui faisaient s'affrontaient pour élire deux personnes. Donc, vu que j'étais de niveau 5-6e année, il y avait une personne de 6e année puis une personne de 5e année. Puis après ça, il y avait la finale de l'école, donc le 6e année contre la 5e année s'affrontait. Donc c'est le Kevin Faute qui a été gagné. Puis après ça, c'était la finale régionale, donc c'est moi qui l'ai faite. Puis j'ai gagné là. La grande finale internationale aura lieu à Québec le 19 mai prochain. Rappelons que la Fondation a comme objectif de favoriser le sentiment d'appartenance et le rayonnement dans la francophonie en partageant chaque année un projet avec plus de 300 000 jeunes provenant du Canada, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Maroc et du Sénégal. Elle valorise la maîtrise de la langue française comme outil de réflexion et de communication. Léopold Dave Lévesque pour la télévision du Littoral. Popcorn et boissons gazeuses sont maintenant de mise au pavillon des arts de Forestville. Des films seront projetés sur grand écran 2 fois par mois pour donner l'impression d'être au cinéma à 2 pas de la maison. Le comité de spectacle de Forestville est à la tête de ce projet de divertissement qui prend de l'ampleur avec l'Association des cinémas parallèles du Québec. L'organisme fait désormais partie des membres de cette association en tant que ciné-club HCN. Le comité attend également son permis de projection publique du gouvernement du Québec pour être totalement légal. Qu'est-ce qui motive l'ajout de cette nouvelle corde à leur arc? L'absence de cinéma à proximité fait partie des raisons évoquées. Le comité de spectacle ne propose pas de programmation cinématographique à l'avance. Toutefois, les administrateurs prévoient la diffusion de 2 films par mois, soit un pour adultes un jeudi soir et un autre pour les enfants un dimanche après-midi. Pour les dates, tout dépend des disponibilités du pavillon des arts qui ne leur appartient pas. Pour commencer, l'accès aux films est gratuit. L'organisme a fait la projection de 3 films jusqu'à maintenant. Même si le public n'était pas présent en grand nombre, ce n'est pas suffisant pour miner la confiance du groupe envers le projet. Le comité de spectacle de Forestville a célébré son 40e anniversaire en 2023. Les membres du conseil d'administration travaillent sur un événement pour souligner cette fête spéciale. Le club de badminton de Forestville et l'association Diabète Haute-Côte-Nord ont convié la population à la 2e édition du Badminton le 16 mars. L'événement permettait d'échanger le volant dans une formule entièrement amicale au profit d'une bonne cause de chez nous. Voici le reportage de Véronique Lévesque. Les portes de la polyvalente des Rivières se sont ouvertes samedi le 16 mars dernier afin d'accueillir la 2e édition du Badminton de Forestville au profit de l'association Diabète Haute-Côte-Nord. La journée s'est déroulée sous forme volontaire et libre et les joueurs pouvaient se présenter entre 9h et 16h. De cette façon,
Les participants sont libres de jouer à l'heure qui leur convienne et contre tous ceux qui sont sur place. Selon Éric Langelier, organisateur de l'événement, 30 personnes ont pris part à la journée. Le dîner lasagne et salade César était au coût de 5 $ et c'était une commandite des marchés Tradition. La journée a permis d'amasser un montant total de 730 $ et il sera remis en totalité à l'Association Diabète Haute-Côte-Nord. C'était Véronique Lévesque pour la Télévision du Littoral. Le député de René Lévesque, Yves Montigny, annonce un soutien financier de 53 500 $ à la ville de Forestville dans le cadre du nouveau programme d'infrastructure municipale pour les aînés qui servira au développement d'un circuit de marche sécuritaire. L'annonce a été faite au nom de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Le primat a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population et permet l'octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d'action municipalité Amis des aînés pour la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement répondant aux besoins des personnes aînées. Les marcheurs de Forestville pourront bénéficier d'un parcours sécuritaire. Un groupe de marcheurs travaille avec l'instance municipale depuis 2 ans pour réaliser un tel projet dans le centre urbain. La Ville souhaite identifier avec le groupe un parcours sécuritaire et un parcours qui nécessiterait des aménagements et un entretien particulier durant la saison de l'hiver, mais aussi un parcours sécurisé pour les autres saisons. Des aménagements font partie de la demande d'aide financière. L'instance municipale regardera les pentes de trottoirs, l'installation de colonnes qui permettent la distribution de petits sacs pour les excréments des animaux, par exemple. Les coûts de l'entretien hivernal pourraient aussi se voir financés. Il s'agit donc d'une première phase à ce projet qui pourrait bénéficier à une bonne partie de la population, puisqu'on retrouve beaucoup de marcheurs à Forestville. Le 17 mars, les patineuses artistiques du club Patin d'argent de Forestville ont impressionné leurs familles et amis. Une démonstration locale était organisée sur la glace du complexe Guy Ouellette afin de faire voir tout le talent de ces athlètes foresvilloises. Nous étions sur place. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Annabelle Laprise. Dimanche, le 17 mars dernier, avait lieu la démonstration locale Ginette Lehoux au complexe Guy Ouellette. Le club Patin d'argent de Forestville nous présentait ses patineurs qui ont travaillé très fort depuis le début de la saison et ces derniers étaient très fiers de pouvoir présenter leurs progrès devant famille et amis. Une vingtaine de patineurs et patineuses ont donc présenté tour à tour leurs prouesses. Audrey-Anne Gagné, Olivia Lavoie, Maëlle Lavoie, Maëlys Soucy, Laetitia Gagné, Clara Lessard et Ludovic Sirois, des catégories étapes 2 et 3, ont ouvert la démonstration en réalisant un parcours d'agilité. Par la suite, ce fut le tour des patineuses Annabelle Sirois, Ali Bartel, Charlie Bernard et Anaïs Amel-Masso, des catégories étapes 4 et 5. La catégorie relève et Star 2, qui regroupe Romy Tremblay, Marie-Aimée Gagné, Maddy Tremblay et Daphné Gagné ont à leur tour présenté leur solo de compétition. Lily Messirois, Laurie Laprise, Annabelle Laprise, Amy Tremblay et Camille Bouchard des catégories Star 3, 4 et 5 ont terminé le spectacle sur une note dynamique. Le club a d'ailleurs profité de ce moment pour remercier également leur entraîneur Elisabeth Savard ainsi que les assistantes de programme pour le patinage plus. C'est grâce à elles que le club peut offrir des cours d'initiation au patinage et leur aide est précieuse. Les patineurs et patineuses ont pu compter cette année sur 2 joueuses de hockey pour permettre le retour du programme Mini Power. C'était Véronique Lévesque pour la Télévision du Littoral. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.